Manier, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir, Rising Ocean, pour cet entretien qui se fait de façon un peu spéciale. Donc, tu es en Belgique et moi à Maurice. Et nous sommes en période aussi où l'actualité mondiale est dominée par le Covid et beaucoup de limitations sur les mouvements. La première question que j'ai envie de te poser, toi en tant que baroudeur, qu'est-ce que ça te fait d'être confiné en Belgique et d'être confiné chez toi? Je crois comme tout le monde, avec une petite différence par rapport à beaucoup de gens, c'est que je suis retraité et que de toute façon je suis en théorie un peu plus à la maison. Je suis grand-père 2 fois maintenant. Et donc, je vais te dire que les voyages me manquent un peu moins, quoique j'avais prévu de venir dans l'océan Indien l'année dernière et que ça va être reporté, j'espère, en cette fin d'année. Mais pratiquement, le voyage, pour l'instant, ne me manque pas. J'ai 2 petits-enfants de 3 ans et demi et 9 mois dont je m'occupe pas mal. Donc voilà, ça m'occupe bien. Et je trouve que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie et que je suis content de me la couler un peu plus douce. Et puis, j'ai mon site internet qui me prend beaucoup d'énergie. C'est entre 3 et 4 heures de travail par jour. Donc, avant d'aborder les sujets de cet entretien, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur qui est Philippe de Manier, donc qui tu es, quand tu es né, comment tu as grandi, et voilà quoi. Voilà, j'ai 66 ans, je suis né en Belgique en 1954. Je n'avais pas un parcours particulier, à part que j'ai été dans les mouvements de jeunesse, louveteau, puis scout, que j'ai joué de la guitare dans des groupes de rock quand j'étais jeune. Et le parcours, c'est ça. Et puis après, c'est les études. Après des études traditionnelles, humanité traditionnelle, j'ai fait 3 ans d'études à l'INSAS, à Bruxelles, Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion, en section prise de son. Puis à la fin de mon parcours scolaire, j'ai été appelé à l'île Maurice par Gaëtan Essou, qui me proposait de travailler pour le MCA, Mauritius College of the Year, pour monter une équipe de radio et de télévision. On a tourné quelques documentaires. Et puis, je me suis accroché à Maurice et j'y suis resté jusqu'en 1982, la veille des élections, où Ramgoolam Père m'a demandé gentiment de quitter l'île parce que j'étais étranger, un permis de travail qui avait été retiré, etc. Et j'avais donc enregistré des chanteurs qui ne me plaisaient pas au gouvernement à l'époque. Et donc, on m'a demandé de partir en 82. On prendra le temps pendant cet entretien de revenir sur votre riche parcours à Maurice, mais aussi dans l'océan Indien. Et j'aimerais vous poser une question par rapport à l'actualité. Nous voyons aujourd'hui dans plusieurs pays les acteurs culturels qui sont en train de dire que la culture devrait être considérée comme étant essentielle au développement humain, aux sociétés humaines, et que justement, aujourd'hui, les restrictions faites sur nos vies et sur la culture devraient être revues justement par rapport à cette question essentielle à notre humanité. Vous en pensez quoi? Ce que j'en pense, c'est que au vu des chiffres, en tout cas, je parle pour la Belgique, on est à 935 personnes en soins intensifs pour l'instant. On est dans la fin d'une 3e vague, mais nos chiffres sont encore trop élevés que pour tout réouvrir. Chez nous, on a réussi en Belgique pendant les 6 derniers mois à garder quasiment tout le temps les écoles ouvertes, depuis la petite enfance jusqu'aux universités, certains en présentiel, certains en distanciel. Mais le but de notre gouvernement était de garder les écoles ouvertes parce que le plus important, c'est la génération à venir et ce n'est plus tellement nous. Donc ça a été le premier but. Le deuxième but, c'était de protéger les vieux sensibles par le vaccin. On est à 1/4 de la population vaccinée pour l'instant. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres de contamination, c'est principalement dans les restaurants, c'est dans les salles de concert, c'est dans les grands événements musicaux, les festivals, etc. Et personnellement, je comprends que notre gouvernement ait pris toutes ces décisions et qu'actuellement, la culture n'a pas encore repris. Et je crois qu'il faudra attendre qu'on ait moins de monde en soins intensifs pour pouvoir risquer de déconfiner, qu'on sera tous vaccinés, ce sera quand même plus simple. Parce qu'actuellement, si on ouvre trop vite, on va saturer les soins de santé. Déjà maintenant, les 9/10 des lits en soins intensifs sont pris par des Covid. Donc si quelqu'un a un accident de la route ou un infarctus de façon normale, il y a un choix, il ne peut plus être soigné ou il faut qu'on retire quelqu'un des soins intensifs. Et comme chez nous, les soins intensifs Covid, ça dure 3
à 4 semaines. Les lits sont bouchés et donc déjà des opérations sont reportées à un ami qui a des problèmes de cœur. On ne sait pas l'opérer parce qu'il n'y a pas de place. Donc moi je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Je sais que c'est très dur pour tout le secteur. On ne demanderait pas mieux que de retourner au concert, mais c'est actuellement pas possible. En cas de prolongement de la crise, craignez-vous que les cris des acteurs culturels aujourd'hui font craindre quelque chose au secteur culturel par la suite, pour l'avenir? Oui et non. Je dirais non parce que le secteur est quand même soutenu par notre gouvernement. Tous les employés sont au chômage technique avec 70% de leur rémunération, mais ils ont quand même de quoi manger, même s'ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Et les indépendants, les directeurs de société reçoivent ce qu'on appelle chez nous un droit passerelle, qui est une certaine somme d'argent qui leur permet de payer leurs frais fixes pendant toute la durée du confinement. Et donc, la culture est prête à reprendre dès qu'on aura l'autorisation. Elle sera prête à reprendre et tout le monde reprendra de façon, je pense, assez normale. Il y aura des bouleversements, mais notre gouvernement nous aide beaucoup. On revient à vous, Philippe Demagné. Donc, comment est arrivé votre intérêt pour la musique? Ah ben, je suis né dans un magasin de disques, un disquaire. Donc, j'étais plongé dedans un peu comme Obélix dans la potion magique. Et donc, c'est normal que baigner dans ce magasin, nous habitions au-dessus du magasin. Donc, j'étais tout le temps dans le magasin. Ben, j'ai appris à découvrir la musique avec mes parents, que ce soit la musique, la chanson française, la musique rock ou la musique classique était une des spécialités du magasin de mes parents. Et ayant été baigné, ben, j'ai aussi fait du solfège, un peu de piano, et puis je me suis rapidement mis à la guitare, et puis j'ai monté des groupes. Et donc, presque de fil en aiguille, ça m'a donné envie de faire des études d'ingénieur du son. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'école d'ingénieur du son. Les personnes qui vous ont côtoyé connaissent une technique assez particulière à Philippe Demagné en termes de prise de son. En quoi cette technique diffère des autres façons de travailler des preneurs de son? Une partie de ma formation à l'école a été d'enregistrer de la musique classique. Et pour enregistrer de la musique classique, on le fait principalement dans des conservatoires, dans des grandes salles, dans des églises, avec une technique de prise de son qui a très peu évolué d'ailleurs depuis les 40 dernières années, je dirais même depuis les 60 dernières années, c'est d'employer très très peu de micros, parce qu'on enregistre dans des acoustiques très réverbérantes, ce qui permet de donner l'ampleur au son. Et en arrivant à Maurice en 79, la première fois que j'ai vu du Sega typique sur la plage, et que c'était donc des instruments acoustiques, ça m'a fait penser à mes instruments classiques acoustiques, puisque ce sont des instruments non amplifiés. Et je me suis dit, tiens, je pourrais employer cette même technique qui est d'employer très peu de micros, mais au lieu de faire ça dans des églises, je ferais ça en plein air. D'où ma technique actuelle d'enregistrement de la musique traditionnelle de l'océan Indien, qui est de l'enregistrer en plein air. Et comme en plein air, il y a parfois du bruit, ben on enregistre en plein air et de nuit. En quoi cette première expérience dans l'océan Indien vous oriente-t-elle vers un registre que l'on peut qualifier aujourd'hui de patrimonial? Ça a démarré il y a 4-5 ans, quand ma carrière d'ingénieur du son à Maurice, dans l'océan Indien, a commencé un petit peu à se calmer, où je sentais tout doucement la retraite arriver, et où pendant toutes ces années, j'avais collecté, sauvegardé, mes enregistrements, bien sûr, hein, que j'ai fait depuis 79 dans l'océan Indien, il y en a quand même une petite cinquantaine. Et en plus de ça, j'avais aussi récupéré à gauche, à droite des cassettes, des CD aussi, des bandes magnétiques. Et je me suis dit, c'est un peu trop bête que tout ça ne serve pas. Donc, il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des démarches pour essayer de trouver un partenaire dans l'océan Indien pour monter un site de patrimoine, pour essayer de au moins sauvegarder tout ce patrimoine qui disparaît avec la disparition des supports, quand la cassette disparaît, quand même le CD disparaît, les bandes, les cassettes, tout ça disparaît, mais il ne reste plus rien. Et comme la génération actuelle commence seulement à se mettre sur les plateformes numériques, je trouvais que c'était important de sauvegarder ces supports-là. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire Philou Maurice. Et malheureusement, comme je n'ai pas trouvé de partenaire dans l'océan Indien, ben, j'ai décidé de le faire moi-même avec 2 amis mauriciens qui habitent à Paris, qui m'ont aidé à monter le site philoumaurice.com. Et c'est comme ça qu'il est né, il y a maintenant 3 ans et demi.
Nous y reviendrons sur philomaurice.com. Est-ce que en 79 et les années suivantes, quand vous faisiez votre travail d'ingénieur de son, de preneur de son, est-ce que vous étiez conscient que ce travail-là s'inscrivait dans une marche, je dirais, patrimoniale et historique, ne serait-ce que pour Maurice et même pour l'île de la Réunion avec le groupe Ziskakan que vous avez enregistré? Non, pas du tout. Parce qu'à cette époque-là, tu ne penses pas à ce qui va se passer dans 40 ans. Tu te dis que tu fais ton travail, que tu es là pour faire un travail technique principalement, hein. Même si tu écoutes ce qui se dit dans les chansons, etc., même si tu apprécies la musique. Mais principalement, c'était faire mon job, le faire le mieux possible, sans penser à ce qui se passerait dans 40 ans. Quand tu vis, tu ne sais pas ce que tu deviendras 40 ans après. En 1979, donc qui est la dernière année d'une décennie très mouvementée à Maurice, vous quittez la Belgique pour Maurice, pour l'océan Indien. Saviez-vous à quoi vous vous attendiez en venant à Maurice? Ah non, pas du tout, je ne savais même pas où se trouvait Maurice sur la carte du monde. C'est mon grand-père qui a dû ouvrir un très grand atlas, papier, et me pointer un tout petit point dans l'océan Indien à côté de Madagascar. Il m'a dit, bah oui, tu vois, l'île Maurice, c'est là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'île Maurice n'était pas du tout connue en Europe. Et votre proximité au courant musical de gauche de cette époque, fut-elle aussi une coïncidence ou est-ce un choix? Ah non, c'est une coïncidence parce que je n'ai jamais été engagé politiquement en Belgique. J'étais trop jeune à l'époque, hein, faut pas oublier, j'avais 18 ans. Et arrivé à Maurice, bah, je me suis retrouvé dans ce milieu-là et j'ai très vite compris le message qui était, qui était véhiculé par les chansons et ça ne m'a pas déplu du tout. Donc j'ai rapidement adhéré à ce mouvement, tout en n'étant pas politisé et tout en considérant que je faisais un travail de technicien avant tout, aussi bien au niveau de la technique de prise de son que de l'acoustique en général, des instruments, etc. J'ai adoré découvrir tous ces instruments de l'océan Indien que je ne connaissais pas et je me les suis appropriés rapidement, et ainsi que la langue. Je parlais créole après 2 mois. Pourtant, votre travail de technicien, de preneur de son, contribue quand même largement à ce que le courant de gauche à Maurice remporte une élection écrasante en 1982. Et est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, mais à quelque chose d'aussi phénoménal que cela? On ne s'attendait pas, mais on voyait, grâce aux chiffres de vente des cassettes que j'enregistrais quand on a sorti IDP, Zulramia, le groupe Latanier, Bam Ketayen, on voyait tout de suite qu'il y avait un engouement dans la population, on entendait les cassettes dans les autobus, donc c'est clair que ça avait sûrement une influence sur la politique, mais j'avoue que personnellement, je ne m'en suis jamais préoccupé de la question politique. L'enregistrement de la chanson du groupe Latanier, Crapaud Crié, vous renvoie de Maurice sous prétexte que votre permis de travail est expiré en 81. Comment avez-vous vécu cela? Je suis reparti, pas manu militari, hein, la police est venue à la maison en disant voilà, vous n'avez plus de permis de travail, vous devez quitter le territoire. Je crois qu'on est resté encore un mois et demi, le temps de régler des affaires, etc. Mais quand je suis rentré dans l'avion, j'ai dit je reviendrai, parce que j'avais trop envie, etc. Et j'ai eu la chance en rentrant à Paris de rencontrer Gilbert Pugnat Ziskakan, qui était de passage, et on s'est croisés dans le métro, mais vraiment par hasard. Et je lui ai raconté mon histoire de Maurice, et il m'a dit ben, pourquoi tu ne reviens pas à La Réunion? La Réunion, c'est un département français, tu es belge, tu n'es pas persona non grata à La Réunion, donc reviens à La Réunion, on va enregistrer un bel album qui fut le double album de Pays Bateau Fou. Et donc en 83, quand je suis reparti pour toute une année à la Réunion pour Ziskakan, et qu'on a enregistré Basse-Terre, la troupe Zordi du Port, etc., ben, c'est clair que c'était la même mouvance politique que ce que j'avais connu à l'île Maurice. En termes de visibilité et d'impact sociétal du courant Basse-Terre, Ziskakan, de ce courant de gauche indépendantiste, est-ce que vous diriez que c'était la même chose que votre expérience vécue à Maurice ou elle diffère par rapport à Maurice? C'était à peu près la même chose. On a aussi enregistré un peu en cachette à La Réunion, hein. C'est clair que ce n'était pas ouvertement. Je parle de 80, le premier enregistrement. Après, je trouve qu'en 83,
il y avait moins de problèmes. J'étais souvent dans la presse, on savait qui j'étais, etc. Et je ne sentais pas de répression, en tout cas en 83 à La Réunion. Donc, 81, vous quittez Maurice. 83, vous allez à La Réunion. Et votre reconnexion avec Maurice se fait comment? De quelle façon? Elle se fait grâce au PRMA, le pôle régional des musiques actuelles à La Réunion, Alain Courbis qui était directeur à l'époque, qui me contacte dans le cadre de son label Takamba pour savoir si j'avais pas des enregistrements, des richesses qu'on pourrait mettre en avant. Et c'est comme ça qu'Alain Courbis de Lors d'un passage en Belgique vient chez moi et qui découvre la collection que j'avais déjà à ce moment-là d'enregistrements, et principalement les enregistrements que j'avais fait de Bam Katayen, qui était sorti en cassette en 78 et en 79 et en 80. Et donc du coup la collaboration avec le pôle régional commence par ça, et en 2002 je suis invité par le pôle régional à Maurice pour enregistrer l'album de Charlésia, La Voix des Chagos, pour le label Takamba. C'est comme ça que je reviens. Vous semblez avoir une affection particulière pour Bam Katayen. Oui, pour moi c'était le plus grand poète, musicien, chanteur de l'époque. C'est lui qui m'a le plus marqué, par ses textes, par sa gentillesse, par la musicalité de ses compositions. C'était un grand homme. Les années 80, Philippe, sont derrière nous, avec son lot de promesses non tenues, ses déceptions, etc. Quel regard jetez-vous sur l'héritage de la période engagée pour toute la région de l'océan Indien? Je ne vais pas parler d'héritage politique, je vais parler d'héritage musical. J'ai l'impression que depuis quelques années, à Maurice plus qu'à La Réunion, on a des chanteurs qui chantent, on ne peut plus appeler ça des chansons engagées, mais des chansons à texte. Quand je pense aux rappeurs, tous ces gens qui font ce genre de musique et qui ont un message social à faire passer dans leurs textes, je trouve que c'est eux les nouveaux chanteurs engagés. Malheureusement, on a encore beaucoup de ces gars à danser, comme je dis, avec mon content en toi, ton content en moi, nous, elle danse ces gars. Mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, dans Philou Maurice, il y en a très peu, sauf des archives très anciennes. Mais par contre, dès qu'on a des gens qui ont des choses importantes à dire, je trouve que ça vaut la peine de les écouter, en tout cas. Donc en 2002, vous enregistrez La Voix des Chagos pour le label Takamba. Êtes-vous conscient à ce moment-là de la portée de votre travail? On n'est jamais conscient vraiment parce que voilà, j'explique toujours, on fait un travail, on se concentre sur son travail, c'est déjà un métier à part entière. Et bon aussi, bien sûr, je connaissais l'histoire des Chagos et je savais bien voilà, ce qu'il en était. Mais la portée politique, c'est très difficile à se rendre compte parce qu'on est concentré dans son travail. Et que, en plus, les voyages étaient très courts à l'époque. Je crois que je suis venu même pas 10 jours. J'ai rencontré Charlésia à une répétition un jour. Et je l'ai enregistré 2 jours et puis c'était fini. Donc, vraiment, il faut me considérer plus comme un technicien que comme un activiste politique. Philomaurice.com s'est imposé comme une référence et un monument de mémoire musicale de grande importance pour la région de l'océan Indien. Racontez-nous cette aventure. Il y a 3 ans et demi, en rencontrant 2 Mauriciens à Paris, Xavier Rouchaussé et Pramil Banimandup, j'ai parlé de mes projets, enfin de ces collections que j'avais sur l'océan Indien, et ils m'ont proposé leur aide pour créer ce site Philou Maurice. Il y en a un qui était webmaster et l'autre était spécialiste en base de données. Et c'est comme ça qu'on a créé le site, tout petit au départ, avec mes 50 enregistrements, plus des cassettes que j'avais collectées à gauche, à droite. Et puis rapidement, grâce aux pages Facebook, je suis tombé sur des collectionneurs, beaucoup à La Réunion principalement, plus à Maurice. Maintenant, j'en ai un peu partout dans le monde entier. J'en ai en Australie, aux États-Unis. J'en ai à Paris, à Maurice et à La Réunion. Des collectionneurs qui ont adoré le site et qui m'ont dit « Ah, mais moi j'ai tel album, est-ce que je peux vous l'envoyer ?» Et il ne se passe pas un jour, maintenant, que je ne reçois pas un album par un collectionneur. Donc j'ai de quoi tenir encore, je ne sais pas, des années à encoder. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une nouveauté par jour sur Philou Maurice. Quelle est la nécessité pour vous de ce travail de mémoire? Je trouve que c'est trop bête que ça disparaisse simplement. Et donc je trouvais que c'était important parce que l'île Maurice a beaucoup compté dans ma vie personnelle, que ce soit ma vie artistique, mes amis, etc. Et donc l'île Maurice
fait partie de ma vie, elle le fera toujours, et donc je trouvais que c'était bien de continuer un peu ce travail-là à distance, puisque je suis moins présent dans l'océan Indien maintenant par le fait que je suis retraité, par le fait que, en théorie, j'arrête d'enregistrer. J'ai un neveu à Maurice qui reprend mon travail. Mais quand il y a moyen, j'essaye d'être encore présent, comme l'année dernière avec le groupe pratiquant Sega Typique, et j'ai un projet sur Rodrigue pour l'année prochaine. Votre initiative est le fruit du passionné que vous êtes. Pensez-vous que suffisamment est fait dans la région pour la sauvegarde du patrimoine musical de l'océan Indien? Ah ben, je crois qu'il n'y a rien qui est fait, à part le pôle régional à La Réunion, qui a prévu de sortir une plateforme déjà en 2020, et je suppose pour cause de Covid, elle sera reportée à 2021. C'est une plateforme qui était prévue en même temps que la mienne, mais à l'époque, on ne savait pas qui allait ouvrir le premier. Pour finir, c'est moi qui ai commencé le premier, et je crois que le pôle régional va bientôt sortir sa plateforme. Ce ne sont pas exactement les mêmes plateformes, même si j'aurais préféré qu'il n'y en ait qu'une. Malheureusement, on n'est pas tombé d'accord, et donc la mienne continue et la leur va sortir. Il y aura donc 2 plateformes sur le patrimoine musical de l'océan Indien. Partant du constat que la construction de l'identité indo-océanique tire ses racines d'une histoire commune, pensez-vous qu'une politique de sauvegarde du patrimoine musical, plus largement culturel, indo-océanique, devrait être la préoccupation d'institutions régionales telles que la Commission de l'océan Indien? Oui, mais j'ai contacté la COI il y a 4 ans, et bon, le site n'existait pas encore, c'était difficile de montrer quelque chose de concret. J'avais simplement l'idée à l'époque, et il semblerait que l'idée ne leur a pas fait grand-chose à l'époque. Et voilà, on m'a dit « Oh oui, vous avez une bonne idée, monsieur Demagné ». Et c'était la plupart des gens que je rencontrais aussi bien à Maurice qu'à La Réunion, que ce soit l'Institut du patrimoine, la MBC et d'autres à qui j'ai proposé mon projet, qui m'ont dit « Oh oui, vous avez une bien bonne idée ». Et dès que je disais « Il faudrait peut-être un petit peu de sous pour payer un .com, un hébergement, etc. » Je ne me demande même pas d'argent pour mon travail, je le fais par plaisir. Et chaque fois on me disait « Ah, vous connaissez, un peu difficile, peine à casse ». Voilà. Comment souhaitez-vous faire perdurer le travail que vous avez déjà commencé? Eh bien ça, c'est la partie la plus difficile. Je cherche. J'ai déjà un partenaire à la Réunion, qui est l'ASBL Creole Art, avec Arnaud Bazin, qui donne un coup de main pour les frais du site depuis déjà 2 ans, et avec qui on collabore bien. Mais voilà, je suis toujours à la recherche d'un partenaire, parce que c'est vrai que je commence à vieillir, on va dire ça, et que peut-être qu'un jour je serai fatigué de faire ça, parce que j'aurai d'autres choses à faire, et que ce serait chouette qu'une institution puisse reprendre mon travail pour que ça perdure, parce que le jour où je meurs, ben il n'y a plus rien, tout ça disparaisse du cloud, hein, parce que dès qu'on ne paye plus un hébergement, ça disparaît. Voilà. Nous avions commencé cet entretien par vos préoccupations de retraité. Comment vit-on la retraite quand on est tant passionné que Philippe Demagné? Il m'arrive encore de faire des petits enregistrements, des petits tournages, mais plus comme réalisateur que comme technicien. À Maurice, je travaille avec Denis Essou, c'est lui qui installe le matériel, c'est lui qui place les micros, qui prépare les caméras, etc. Et moi, je viens et je dis bah, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Je sers plus de réalisateur, de producteur que de technicien, et ça me convient très bien. Parce qu'après 45 ans de travail, peu importe le travail, même si c'est un travail passionnant comme le mien, à un moment donné, ça devient lourd. Les ordinateurs, ça devient emmerdant, les plantages, le matériel, les yeux qui voient moins bien. Heureusement, les oreilles entendent encore bien. Ben voilà. Quelle trace souhaitez-vous que les gens retiennent de votre passage? Quitte à une trace le haut passage, disait Bam Katayen. La première trace que je laisserai, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Et puis la deuxième, c'est peut-être ce site philhumoris.com si quelqu'un le reprend. Ça, ce sera une belle trace que je pourrais laisser. Mais ce n'est pas ma trace à moi, c'est la trace des artistes de l'océan Indien. Moi, je ne suis qu'un instrument de cette trace.